Bonjour à tous, merci d'avoir rejoint ce premier webinaire de CJBAT consacré à la réglementation ICPE et à ses évolutions. CJBAT, c'est une marque de GRDF qui a pour objectif d'apporter les réponses à la filière. Par filière, j'entends bureaux d'études, installateurs et exploitants, sur tout ce qui touche au gaz. Donc aussi bien la réglementation que les solutions. Je m'appelle Olivier Brogy, je suis référent efficacité énergétique sur le marché du tertiaire et pour animer ce webinaire, je vais être accompagné par Jean-Claude Mollat. Bonjour, je suis Jean-Claude Mollat, je suis référent réglementaire au sein de la cellule expertise gaz de CJBAT. Lors de ce webinaire, vous avez la possibilité de nous poser des questions via le chat. Nous consacrerons un temps à la fin de cette présentation pour essayer d'apporter une réponse aux questions que vous allez nous poser. Et nous nous engageons aussi à répondre à l'ensemble des questions que vous allez nous poser, mais plus tard via vos boîtes mail. Si on rentre dans le vif du sujet, la réglementation ICPE, notamment sa rubrique 2910, a évolué. Il n'y a pas tellement longtemps, en 2018, en août 2018, le 3 août 2018, et sa principale évolution, c'est que son seuil a baissé. Au départ, cette réglementation démarrait à 2 MW, et son seuil a baissé à 1 MW. Donc aujourd'hui, toute chaufferie comprise entre 1 et 2 MW, c'est le focus que nous allons faire lors de cette présentation, est concernée par cette nouvelle, on va dire, réglementation. Une date qui est importante, c'est la date de mise en application de cette nouvelle directive, c'est-à-dire le 20 décembre 2018. C'est avec cette date qu'on va se rendre compte si votre chaufferie est existante ou neuve. Donc, toute chaufferie mise en service avant le 20 décembre 2018 est bien sûr considérée comme existante. Et aussi, tout permis de construire déposé avant le 20 décembre 2018 est une chaufferie existante ou sera une chaufferie existante si par hasard elle n'est encore pas en service. Par contre, tout ce qui s'est fait après, donc tout nouveau PC après le 20 décembre 2018, devient un nouveau site de production d'énergie, si on est dans le monde du logement, ou une nouvelle chaufferie. Donc, on va essayer d'aborder avec Jean-Claude ça sous forme de questions-réponses, en se posant des questions mutuellement. Alors, Jean-Claude, la première question que j'ai envie de te poser, c'est si on a une seule chaufferie dans notre bâtiment, un bâtiment établissement composé d'une seule chaufferie, comment est-ce que je vérifie si je suis soumis ou pas à cette nouvelle réglementation? Bien, pour commencer, il faut essayer de faciliter la compréhension de notre exposé. Il y a deux points essentiels qui sont à prévoir et qui sont à retenir systématiquement. Le premier, c'est que la réglementation ICPE, elle est issue à l'origine, elle a été créée pour les installations industrielles. Donc elle parle donc d'exploitants et d'établissements. L'exploitant, c'est en principe le directeur ou le chef d'établissement industriel. Mais si on transpose à l'habitat ou au tertiaire, le sujet qui nous occupe aujourd'hui, ça peut être aussi donc, le propriétaire de l'immeuble dans lequel la chaufferie est installée, ou les chaufferies. Ça peut être aussi donc, le syndic d'immeuble, le bailleur social, ça peut être le représentant du conseil général ou du conseil régional s'il s'agit de collège ou de lycée. Donc ça c'est pour l'exploitant. Ensuite l'établissement, en fait l'établissement c'est l'entité qui accueille les installations ou l'installation qui est surtout située sur un même site et sous la responsabilité d'un même exploitant. Donc ça c'est la première chose à retenir, ça conditionne tout le reste du raisonnement. La deuxième chose, c'est qu'il faut bien faire attention de distinguer établissement et installation de combustion. En effet, donc un établissement en fait, peut contenir plusieurs installations de combustion, ici plusieurs chaufferies, ou bien n'être constitué que par une seule chaufferie. Donc dans notre exemple, donc on a un établissement, une chaufferie. La première étape en fait à suivre, c'est de recenser tous les appareils qui sont présents au sein de l'établissement, et ce, quelle que soit la puissance et quel que soit le carburant, et on va dire le combustible. Et chose importante, c'est tous les appareils en fait, qui sont susceptibles de fonctionner simultanément. C'est la condition principale. Donc dans notre exemple, cette somme, elle est de 1,5 MW. Donc on voit qu'elle dépasse 1 MW, tout en restant inférieure à 50 MW, ce qui indique que mon établissement, en fait, ne va pas faire partie de la plage haute de la réglementation ICPE. La plage haute, c'est ce qu'on appelle les grosses installations de combustion, ce qu'on appelait les grosses installations de combustion jusqu'à présent. Donc la rubrique 3110. Donc, une fois qu'on sait que l'établissement ne fait pas partie de cette plage haute, on va s'intéresser à la deuxième étape, à une deuxième étape, qui va consister à vérifier si là où les installations qui font partie de mon établissement sont concernées par la plage basse. Et la plage basse, c'est la fameuse rubrique 2910, celle dont on parle aujourd'hui.
Donc, encore une fois, aujourd'hui, dans notre premier exemple, une chaufferie, un établissement. Alors, comme elle consomme du gaz naturel et que sa puissance thermique totale dépasse 1 MW, tout en restant inférieur à 20 MW, c'est ce qu'on voit sur le slide, ma chaufferie, elle va être inscrite sous la rubrique 2910-A-2, donc au titre de la réglementation SCPE. Donc, le -A, pourquoi? Parce qu'elle consomme du gaz naturel, et ça aurait été la même chose si on avait eu autre chose comme combustible, un autre combustible usuel, ce qu'on appelle les combustibles commerciaux, donc GPL, le fioul domestique, le fioul lourd, le charbon, et du biométhane même, voilà. Donc, et le -2, parce qu'elle se situe entre 1 et 20 MW. Donc, au final, je vais devoir déclarer ma chaufferie à la préfecture, respecter les exigences de l'arrêté déclaration du 3 août 2018, modifié, et qui va me mettre aussi, en plus, à un contrôle, me soumettre plutôt, en plus à un contrôle périodique obligatoire. Alors, on vient de voir, Olivier, on vient de voir un établissement, une chaufferie. La question suivante est si mon établissement comporte plusieurs chaufferies, comment est-ce qu'on fait? Alors, si l'établissement présente plusieurs chaufferies, on va faire pareil. On va chercher tous les appareils qui sont capables de fonctionner en même temps. Donc ici, dans l'exemple qu'on a pris, nous avons 3 chaufferies. Une première chaufferie qui est au gaz naturel, qui fait 900 kW. Une deuxième chaufferie, celle-ci est au fioul, qui fait 750 kW. Et une troisième, au gaz naturel, qui fait 1200 kW. Donc on fait la somme de tout ça. Ça nous fait ce coup-ci une puissance installée de 2850. Et ensuite, ce qu'il nous faut faire, c'est vérifier si les chaufferies de l'établissement, une par une, vont tomber sous le coup de la rubrique 2910 ou pas. Donc on va regarder chaufferie par chaufferie. La première chaufferie est inférieure, celle de 900 kW, elle est inférieure à 1 MW, donc elle n'est pas soumise. La deuxième qui est au fioul, 750 kW, pareil, pas soumise non plus, inférieure à 1 MW. Par contre la troisième, oui, elle tombe dedans. Elle est donc entre le 1 et le 20 MW de puissance, combustible gaz naturel, donc comme l'exemple de tout à l'heure, elle va tomber sous la rubrique 2910 A2. Et donc elle va être soumise à l'arrêté déclaration avec contrôle périodique, hors biogaz, et il y a donc une déclaration à faire en préfecture. Si par hasard, on n'avait pas eu de chaufferie, dans cet exemple-là, j'ai juste la dernière chaufferie qui a changé et qui vient de passer à 800 kW, elle était à 1200 tout à l'heure, dans ces cas-là, on n'a aucune des 3 chaufferies qui n'est soumise à cette nouvelle réglementation, et donc aucune déclaration à faire. Alors ensuite, en termes de déclaration, il y a 2 cas qu'il faut distinguer. Le cas des nouvelles chaufferies. Alors nouvelle chaufferie, soit une nouvelle chaufferie qu'on crée dans un bâtiment existant, qui n'avait pas de chaufferie jusque-là, et donc on lui crée une chaufferie. Soit c'est un site complètement nouveau, avec par exemple un local de production d'énergie ou une aire de production d'énergie nouvelle. Et dans ces cas-là, on va avoir à remplir en préfecture le formulaire 3A, relatif à la déclaration initiale d'une installation classée relevant du régime de la déclaration. Et si la chaufferie est existante, donc je rappelle la date du 20-12-2018, la déclaration, ce coup-ci formulaire 3B, formulaire du B qui donne la déclaration du bénéfice des droits acquis, parce qu'on va voir que la réglementation est laisse certaines souplesses aux chaufferies existantes par rapport aux chaufferies neuves. On ne peut pas tout faire dans les chaufferies existantes, donc là, elle a le droit au bénéfice de l'antériorité. Par contre, on avait 1 an pour faire la déclaration en préfecture. Donc c'est ça le gros pavé rouge, c'est-à-dire que les chaufferies existantes devaient être passées en préfecture et avoir eu la déclaration en préfecture avant le 20 décembre 2019, ce qui fait que certaines l'ont fait, mais peut-être que certaines ne l'ont pas fait, et donc dans ces cas-là, il va falloir aller voir l'Adréal, je pense assez vite, parce qu'il va y avoir le bénéfice du droit acquis n'est plus acquis, justement, et il y a quelques petits changements donc qu'il faudrait peut-être prévoir, comme par exemple... on va regarder le cas, par exemple, la première question Jean-Claude. Ma chaufferie, on va prendre une chaufferie de 1500 kW ce coup-ci. Elle est en sous-sol. Elle est située en sous-sol de l'établissement. Est-ce que je suis ou pas obligé de la déplacer et de construire une nouvelle chaufferie? Je pense que c'est là qu'on va faire le distinguo entre le neuf et l'existant aussi. Ah non, non, si elle est existante, donc il n'est pas nécessaire de déplacer la chaufferie comme tu viens de le dire. Il est vrai que l'arrêté déclaration interdit d'avoir toute activité, occupation au-dessus d'une installation de combustion à partir du moment où elle dépasse 1 MW. Mais comme la chaufferie est existante, donc tu l'as bien dit, elle bénéficie de la règle de l'antériorité et par conséquent, elle peut rester à sa place. Donc ça, c'est une souplesse qui a été introduite dans la réglementation SCPE. Alors attention, tu l'as déjà dit, il faut le répéter, c'est bien une dérogation pour les installations existantes, il faut le considérer comme ça. Dérogation qui a été, pour les installations qui ont été correctement déclarées à la préfecture. Oui, donc si on s'est loupé avec le 20 décembre 2019, en théorie, elle ne peut pas rester au sous-sol. Et on va dire les choses comme ça. Si cette déclaration n'a pas été faite, la chaufferie en fait ne répond pas de fait aux exigences réglementaires
Et je pense que là, il est prudent, en fait, plus que prudent même, de se rapprocher de l'Adréal pour régler la situation. Ça, c'est pour l'existant. Et lorsqu'il s'agit en fait d'une chaufferie nouvelle ou plus généralement en fait de sites de production d'énergie nouveaux, que ce soit dans un bâtiment neuf ou dans un bâtiment existant, un bâtiment ancien, l'installation devra obligatoirement répondre à cette exigence et ne pas donc être surmontée d'étages occupés ou par des tiers, ou habités ou à usage de bureaux. La seule exception qu'on tolère en fait, c'est lorsqu'il y a des locaux techniques au-dessus. Donc si on complique un petit peu plus l'exercice, là donc on a toujours notre chaufferie en sous-sol, elle fait toujours 1 méga 5. Elle a toujours été mise en service avant le 20 décembre, donc c'est toujours considéré comme une installation existante par la réglementation ICPE. Mais elle est tout fuel, et en fait, je décide de la convertir au gaz naturel. Alors là, il s'agit d'un cas légèrement différent. Est-ce que je dois déplacer toujours la chaufferie, ou est-ce que je dois la déplacer, en construire une autre, ou est-ce que je peux la laisser? Et si ce n'est pas le cas, est-ce que je suis quand même tenu, par exemple, de revoir la hauteur de ma cheminée? Alors là, la réponse, c'est non aussi, heureusement. De la même manière que précédemment, en fait. Et en fait, la conversion d'une chaufferie de fioul au gaz, par exemple, c'est considéré comme une modification par la réglementation ICPE. Et de ce fait, en fait, ma chaufferie va bénéficier aussi d'une certaine manière de l'antériorité et va pouvoir rester à sa place. Et de la même manière aussi, il n'est pas nécessaire non plus de revoir la hauteur de la cheminée ou le débouché de la cheminée, parce que, encore une fois, la chaufferie va bénéficier en fait de l'antériorité. Par contre, lorsqu'il s'agit d'une chaufferie nouvelle, encore une fois, ou généralement, en fait, comme on a dit tout à l'heure, de nouveaux sites de production d'énergie, que ce soit dans un bâtiment neuf ou ancien, il faudra respecter les valeurs exigées concernant la hauteur et respecter les préconisations concernant les débouchés. Donc, Olivier, on vient de faire pas mal de choses, on a vu pas mal de choses. On va poursuivre en fait sur un autre exemple, hein, notre exposé. On va changer d'exemple. Est-ce que tu vas nous parler d'une résidence? Oui, on va regarder ce coup-ci, on va arrêter de passer de chaufferie en chaufferie, avec une chaufferie, plusieurs chaufferies, des puissances différentes. On va essayer de se focaliser un peu sur les mêmes chaufferies. Donc on va regarder cette résidence qu'on a appelée des tilleuls, qui comporte deux chaufferies en fait. Une première chaufferie qui est située C1, située en terrasse, et qui est alimentée en gaz. Deuxième chaufferie C2, qui est en sous-sol, qui alimente le bâtiment B2, et qui elle est au fioul. On va bien sûr cartographier les puissances de tout ça. La première chaufferie, elle est composée de deux chaudières. Une première chaudière gaz naturel de 1389 kW, c'est très très précis, et la deuxième, deuxième chaudière de 500 kW, qui ne peut pas fonctionner en même temps que la première. Pour la chaufferie C2, deux chaufferies fuel, une de 900 kW, enfin deux chaudières, pardon, une de 900 kW et une de 300 kW. Donc deux chaufferies, quatre chaudières. Et avec ça, histoire de compliquer un peu, on va quand même faire trois cas à chaque fois. Le premier cas, c'est le cas de gauche. C'est la chaufferie, le bâtiment, la résidence des tilleuls que je viens de vous décrire, avec une première chaufferie gaz nat, une deuxième chaufferie fuel. Le cas du milieu, c'est la même chaufferie, sauf qu'on fait la conversion du fuel au gaz de la chaufferie numéro 2. Et le cas à droite, c'est la même chaufferie, les deux mêmes chaufferies, la même résidence des tilleuls, mais ce coup-ci que du neuf. Donc on est dans le cas d'une copropriété, admettons, donc ce sont des locaux de production d'énergie ou des aires de production d'énergie nouveaux, le tout avec les mêmes puissances. Et là-dessus, Jean-Claude, on doit avoir des organes de sécurité à mettre en place. Je pense par exemple aux électrovannes sur l'alimentation en combustible, etc. Est-ce que je dois les mettre en place? Oui ou non? Si je suis dans l'existant, est-ce que j'ai un délai ou pas dans ces trois configurations-là? Alors oui, effectivement, là c'est une des grandes nouveautés imposées par cette réglementation ICPE. D'abord, il faut préciser que cette disposition en fait ne concerne évidemment que les chaufferies gaz. Et effectivement, en fait, toutes les installations existantes qui sont soumises à l'arrêté devront être équipées d'un dispositif de coupure automatique, c'est ce qui est dit dans l'arrêté. Mais donc on va bénéficier d'un délai de 4 ans pour pouvoir mettre en place ces électrovannes à compter en fait du 20 décembre 2018. Ça veut dire qu'on a jusqu'au 20 décembre 2022 pour équiper l'alimentation en gaz de ce dispositif de coupure automatique qui est constitué de deux vannes redondantes qui sont placées en série. Ce qui est important, c'est qu'elles sont chacune asservies à des capteurs de gaz, au moins deux capteurs, et à un capteur de pression, en cas de fuite de gaz. Donc qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? En fait, si on prend le cas par exemple de ma conversion, si je veux convertir ma chaufferie, du fioul au gaz,
et que je veux le faire avant la date butoir, par exemple du 20 décembre 2022, on pourrait se poser la question, on pourrait en fait penser qu'on va bénéficier aussi de ce délai de mise en place. En fait, non. Les installations de ce type-là, lorsque vous faites une conversion, donc une modification d'installation, comme pour les installations neuves, doivent être équipées dès la création, dès la conversion. Alors, est-ce que ces doubles électrovannes doivent être équipées d'une alarme? C'est aussi un des éléments qui est une disposition qui est demandée par la nouvelle réglementation. Un cas un petit peu plus complexe à gérer. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux électrovannes redondantes doivent déclencher une alarme en cas de dépassement de seuil de danger. Alors le seuil de danger, c'est quoi en fait? On considère que quand on atteint 10 à 15% de la limite inférieure d'explosivité, en fait, on doit déclencher une alarme. Et si on continue à monter en LIE, donc dès qu'on a atteint 60%, en fait, on doit couper. Donc cette alarme, elle doit être effectivement installée, mais que dans deux cas, mais vous allez voir en fait dans quel cas, c'est pour les installations de gaz qui sont sans surveillance permanente, ou bien implantées en sous-sol. Donc on voit que ça concerne probablement la quasi-totalité des chaufferies dont on parle aujourd'hui. Bien garder à l'esprit que c'est une réglementation industrielle, et donc c'est pour ça qu'on a ces termes-là de sans surveillance permanente ou bien implantée en sous-sol. Donc cette alarme va bénéficier d'un délai de mise en place de 4 ans, donc elles vont être, il va falloir les mettre en place en même temps qu'on mettra les deux électrovannes redondantes. Donc voilà. On vient de voir pas mal de choses donc sur la réalisation et sur l'adaptation de nos chaufferies existantes sur le terrain, on va dire. Maintenant, on peut peut-être s'intéresser aux vérifications, au contrôle, Olivier. La première question qu'on peut se poser, est-ce que je dois faire contrôler, par exemple, la canalisation d'alimentation en gaz de mes installations ou de mon installation? Alors oui, donc ça c'est une nouveauté pour les chaufferies comprises entre 1 et 2, parce que ça avant c'était pas nécessaire, maintenant c'est simple, c'est un contrôle à faire tous les ans. Tous les ans, dans le cadre des chaufferies neuves, donc le cas de droite sur le transparent que vous avez, et c'est pareil, le contrôle est aussi tous les ans pour les deux chaufferies dites existantes. Et le délai de mise en conformité avec cette nouvelle obligation, c'était de 1 an. Donc à compter du 20 décembre 2018. Donc théoriquement, le 20 décembre 2019 étant passé, les contrôles ont déjà dû être faits sur toutes les chaufferies comprises entre 1 et 2. Donc là, je vous laisse juger. Donc certains sont peut-être déjà en retard. Procédure de vérification, c'est déjà un contrôle visuel des canalisations, les canalisations bien sûr qui ne sont pas enterrées, SN manométrique, recherche de fuite par test de bullage, éventuellement non-rotation du compteur, etc. etc. Mais aujourd'hui, il faut faire ce contrôle d'étanchéité, c'est ça, c'est la fuite qu'on cherche, c'est l'étanchéité des canalisations tous les ans. Parce qu'il y a des contrôles périodiques qui se font derrière, et alors une question, vu qu'on fait un contrôle, on peut faire un état des lieux comme le contrôle technique de la voiture, mais à quoi ça sert? À quoi servent exactement, Jean-Claude, ces contrôles périodiques? Eh bien, c'est l'arrêté qui nous le dit. C'est le contrôle périodique sert à vérifier que la mise en conformité, si on parle des installations existantes en premier lieu, que la mise en conformité des chaufferies a été faite en respectant les délais prescrits et l'ensemble des dispositions et des points de contrôle qui sont listés dans l'arrêté déclaration. C'est pour les installations existantes, ça sert à ça. Donc pour les installations neuves, donc le contrôle périodique sert à vérifier que les dispositions de l'arrêté ont été bien respectées lors de la réalisation. Là c'est un petit peu évident. Et ce qu'il faut voir, c'est que d'une manière générale, en fait, le contrôle périodique va servir à s'assurer que les installations sont conformes à ce qui a été déclaré. Parce qu'en fait, on déclare l'installation, on la décrit à la préfecture, donc on va chercher à s'assurer que les installations sont conformes à ce qui a été déclaré et qu'elles le restent dans le temps en fait. Et donc, on peut rajouter même, et qu'elles sont exploitées aussi conformément aux dispositions de l'arrêté. Donc on va vérifier que les énergies ne changent pas, que les puissances ne changent pas, et que c'est toujours conforme à ce qu'on avait déclaré au départ. C'est exactement ça. Il faut garder à l'esprit que une fois qu'on a fait la déclaration à l'origine, donc initiale, votre installation va continuer à vivre, et que vous êtes susceptible de la modifier, de rajouter des chaudières, d'enlever des chaudières, etc. Et à chaque fois qu'une modification notable est faite, eh bien, il faut la déclarer,
et on vient modifier la déclaration, donc, la déclaration initiale. Donc effectivement, il faut s'assurer de cette conformité-là à la déclaration de l'installation. Alors, on sait à quoi ça sert maintenant. Est-ce que tu peux nous dire quand est-ce qu'on doit réaliser ce premier contrôle, Olivier? Alors oui, le premier contrôle, il y a un délai de 3 ans qui est donné pour tout ce qui est chaufferie existante. Les chaufferies ont été mises en service avant le 20 décembre 2018 ou PC déposé avant le 20 décembre 2018. Donc, elles bénéficient d'un délai de 3 ans pour faire ce premier contrôle. Donc le premier contrôle aura lieu avant le 20 décembre 2021. Et pour les chaufferies construction neuve ou chaufferies complètement nouvelles, ou local de production d'énergie, aire de production d'énergie nouveau, là le premier contrôle doit être fait 6 mois après la mise en service. Mais alors, contrôle, qui dit contrôle dit qu'il y a un contrôleur qui doit venir. On a vu qu'il y avait une différence entre la notion d'exploitant, quand on est dans le monde de l'ICPE, l'exploitant c'est le propriétaire du site, comme tu nous l'as dit tout à l'heure, ou le syndic, etc., le bailleur social. Mais on a aussi les exploitants, c'est ceux qui entretiennent la chaufferie. Est-ce que je peux m'adresser à ma société qui exploite, celle qui conduit ma chaufferie, qui l'entretient régulièrement, pour pouvoir réaliser ces contrôles périodiques, ou est-ce que je dois m'adresser à d'autres personnes ? Alors, la réponse est non. En fait, quelle que soit en fait, la définition d'exploitant qu'on prend, celle traditionnelle de celui qui exploite la chaufferie, ou la définition qui est donnée par la réglementation ICPE, dans les deux cas, en fait, c'est non. En fait, les contrôles périodiques doivent être réalisés par des organismes agréés, et uniquement par des organismes agréés. Donc, il faut rappeler que ces contrôles, c'est vraiment quelque chose d'important dans la philosophie de la réglementation ICPE, en fait. Ces contrôles ne sont pas automatiques. Rien n'est automatique, en fait. Ils sont réalisés donc à l'initiative de l'exploitant. C'est lui qui doit faire la demande. Et encore une fois, n'oubliez pas que cette réglementation, elle est issue du domaine industriel. Et dans ce domaine-là, c'est l'exploitant qui assume l'application des règles, qui assume tout ça et qui fait en sorte que les règles soient appliquées. C'est lui qui est responsable. Donc, bien garder à l'esprit que rien n'est automatique et tout doit être fait à l'initiative de l'exploitant. Alors, on a vu encore pas mal de choses sur les contrôles périodiques. Il nous reste peut-être une dernière petite chose, c'est leur périodicité. Est-ce que tu peux nous dire... Oui, la fréquence entre deux contrôles, en fait, une fois qu'on a respecté bien sûr le premier départ, donc le 6 mois après la mise en service pour la chaufferie neuve et pour les deux chaufferies existantes, on avait un délai de 3 ans. Après, le délai max entre deux contrôles, c'est 5 ans. Donc on a 5 ans pour faire un contrôle suivant, entre contrôles suivants. Comme tu l'as dit, il faut faire une demande écrite à un organisme certifié qui va venir regarder donc point par point si ma chaufferie est conforme. Et il y a certains items, on va dire, où le contrôleur va regarder plus en détail que d'autres, ceux relatifs à la sécurité par exemple, et qui peuvent donner lieu, lors des contrôles périodiques, à une non-conformité majeure. Donc non-conformité majeure, là c'est quand on va toucher à la sécurité, il y a des mineurs et des majeurs. Là on sent que c'est le début des ennuis qui arrivent. Qu'est-ce qui se passe si lors d'un contrôle Jean-Claude, quels sont mes délais, comment dois-je réagir en tant que propriétaire du site si lors d'un contrôle périodique, une non-conformité majeure est détectée? Alors on peut déjà essayer juste d'expliquer en fait ce que la réglementation entend par non-conformité majeure. En fait, on a vu, on l'a dit rapidement là, tout à l'heure, dans l'arrêté déclaration, en fait, il y a un certain nombre de points de contrôle que le contrôleur va utiliser pour s'assurer en fait de la conformité de l'installation aux exigences et aux dispositions de l'arrêté. Donc il y a toute une liste de points de contrôle. Et en fait, parmi ces points de contrôle, certains, donc comme tu disais Olivier, certains vont être qualifiés de majeurs, et donc ils apparaissent dans la liste, entre parenthèses, comme dispositions pouvant faire l'objet en fait d'une non-conformité majeure si elle n'est pas respectée. Donc voilà ce que sont. Donc toutes les dispositions, tous les points de contrôle ne sont pas majeurs, c'est un peu comme pour les contrôles automobiles en fait. Quand vous avez une anomalie, une non-conformité, certaines font juste l'objet d'un rappel, d'une indication, et d'autres contre-visite. Font l'objet d'une contre-visite. Et bien là, c'est exactement la même chose. Donc, pour revenir à la question initiale, en fait, qu'est-ce que je dois faire qu'est-ce qui se passe en fait si une non-conformité majeure est détectée? Donc du coup, déjà, elle est détectée au niveau par le contrôleur et il l'a fait figurer dans le rapport de visite. Donc, il en fait figurer autant que ce qu'il en a trouvé. Et donc, le rapport de visite est envoyé donc à l'exploitant, toujours. Et celui-ci, donc, à la réception de ce rapport de visite, en fait, a 3 mois pour envoyer au bureau de contrôle, au contrôleur,
3 mois pour lui envoyer un échéancier dans lequel il va faire figurer l'ensemble des dispositions qu'il va prendre pour remédier aux anomalies et aux non-conformités. Donc il a 3 mois pour faire ça, et il a 1 an, l'exploitant toujours, il a 1 an pour envoyer à l'organisme de contrôle une demande écrite de contrôle complémentaire. Vous voyez, on fait le pendant avec la visite automobile. Donc 1 an pour envoyer ce contrôle complémentaire. Donc il a quand même pas mal de temps pour le faire. Donc à l'issue de cette demande, le bureau de contrôle réalise sa visite complémentaire, établit un rapport de contrôle complémentaire. Donc ça, si tout se passe bien, ça s'arrête là. On peut se poser la question, en fait, qu'est-ce qui se passe quand ça ne fonctionne pas bien? Alors, en général, donc, il faut alerter le préfet, c'est le bureau de contrôle qui s'en charge. Et quand est-ce qu'il alerte le préfet, en fait? Eh bien, il y a trois points particuliers. Le premier point, en fait, c'est lorsque l'exploitant n'a pas envoyé son échéancier, donc dans les 3 mois. Le préfet est alerté. Le deuxième point, c'est lorsque l'exploitant n'a pas fait de demande de contrôle complémentaire. Là aussi, le préfet est alerté. Et enfin, eh bien, le préfet est alerté lorsque, eh bien, à l'issue de tout le déroulé, que le contrôle complémentaire a été fait, on constate encore qu'il y a des non-conformités majeures et qu'elles n'ont pas été résolues, le préfet est aussi alerté. Alors, bon, on peut imaginer que la suite peut conduire en fait à un certain nombre d'alertes de la part du préfet qui va se retourner vers l'exploitant et lui signifier qu'il a des choses à corriger. Et au bout du bout, si rien ne se passe, il y a quand même des sanctions qui sont possibles, qui peuvent aller, en fait, une palette de sanctions qui peuvent aller de l'arrêté de consignation de sommes, des amendes, des astreintes, des travaux d'office, jusqu'à la suspension ou la fermeture d'activité. Alors, on va passer peut-être à autre chose, en fait, quelque chose qui est relativement important. Cette réglementation ICPE, Olivier, est issue en fait à l'origine de la directive MCP sur les installations de moyenne puissance, directive européenne. En fait, cette directive, elle vise à limiter, à l'origine, les émissions polluantes. Faites pour ça. Alors, en ce qui nous concerne, est-ce que je dois faire des mesures de la pollution rejetée par mon installation? Est-ce qu'il y a des valeurs limites, des délais à respecter? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors oui, il va y avoir un contrôle de la pollution rejetée, ce qu'on appelle les valeurs limites d'émission, les VLE, les fameuses VLE à respecter. Alors pour les énergies qui nous concernent ici, sur ces 3 chaufferies, nous allons regarder les NOx et le monoxyde de carbone, avec 2 valeurs qui sont en bas à droite à respecter. Valeur de 150 mg par normomètre cube pour tout ce qui est NOx, et valeur de 100 mg par normomètre cube pour tout ce qui est monoxyde de carbone, valable qu'on soit au gaz nat ou au fioul, déjà ces 2-là. Ensuite, deuxième chose à voir, c'est que c'est un contrôle qui doit être fait, mais c'est une mesure qui s'applique à l'appareil. Et donc on va aller regarder dans les chaufferies uniquement les appareils de plus de 1 MW. Donc ici on n'en a qu'un seul, c'est la fameuse chaudière à 1389 kW qui est concernée, les autres ne sont pas concernés. Donc la première chose à voir, c'est le premier contrôle doit être fait pour la chaufferie neuve, contrôle tous les 3 ans. Tous les 3 ans pour la chaufferie neuve. Et il y a une périodicité. Alors on a 2 ans pour faire le premier contrôle dans le cas des chaufferies existantes. On a 2 ans pour le faire. Ensuite, il faut pouvoir avoir une périodicité de contrôle de 3 ans. Par contre, ce qui est important, c'est qu'on va devoir seulement respecter les valeurs qu'à partir du 1er janvier 2030. Donc, par contre, quand les contrôles périodiques se feront, il faudra qu'on soit en capacité de montrer qu'on a fait un premier contrôle dans les 2 ans qui suivaient la mise en place de cette nouvelle réglementation, puis qu'on a fait des contrôles, bien pour prouver qu'on a fait des contrôles de ces VLE tous les 3 ans, et enfin respecter les valeurs au 1er janvier 2030, donc ces valeurs de 150 et 200. Dernière petite question sur la signalisation peut-être. Est-ce que je dois mettre mes canalisations d'une couleur normalisée, Jean-Claude, sur mon installation? Est-ce que j'ai un délai pour faire ça? Ou est-ce que je dois faire entre guillemets, de la peinture tout de suite, si par hasard c'est pas le cas? Alors bon, la réponse est malheureusement oui. Je dis malheureusement. Toi t'aimes pas le jaune, toi. Non, je dis malheureusement parce qu'en fait, on peut imaginer en fait que... Je dis malheureusement parce qu'en fait ça s'applique aussi bien donc au neuf qu'à l'existant, qu'aux chaufferies dont on parle aujourd'hui.
Et on peut imaginer en fait que ça peut éventuellement créer des petits soucis, des petites contraintes de devoir repeindre une canalisation en jaune si par exemple cette canalisation longe une façade particulière, protégée, etc. Donc on peut imaginer que ça peut causer quelques petits soucis et qu'il va falloir trouver des parades pour essayer de limiter l'impact. Donc effectivement, l'arrêté précise pour le neuf comme pour l'ancien que les canalisations doivent être repérées par les couleurs normalisées, en faisant référence donc à une norme, la NFX 0800, qui est bien connue par les gaziers. Et effectivement, on doit le faire, mais on a quand même, heureusement, un délai de 4 ans pour le faire. Voilà. Et pour l'installation neuve, je suppose que c'est de suite. Alors, quand il s'agit d'une installation neuve, effectivement, j'avais oublié, ça doit être fait dès la réalisation de la canalisation. Et moi, j'ai encore une petite question là-dessus. Bien évidemment, on est en train de parler que des canalisations aériennes. Oui. Ah, on va pas faire celles qui sont sous-sol, celles qui sont enterrées, non. Il ne faut pas repeindre les canalisations qui sont enterrées. Tu me rassures. Merci beaucoup, on a fait à peu près le tour de tout ce qu'on voulait aborder un peu sur ce sujet-là, les grands changements donc, de cette nouvelle réglementation ICPE qui concerne les sites donc, de 1 à 2 MW, on s'est vraiment focalisé là-dessus. Si vous voulez aller plus loin, je vous ai mis ici une série de liens que vous pouvez bien sûr télécharger dans le PowerPoint de l'application Webikeo. Premièrement, c'est un article dans Vecteur Gaz de mars 2020 sur les chaufferies existantes, les installations nouvellement soumises, donc c'est pile poil le sujet dans lequel on était aujourd'hui. Vous allez également trouver un dossier technique sur les installations de combustion existantes, un focus spécial industrie toujours dans un dossier technique, et enfin toute une série de réponses d'experts, de la 165 à la 197, même aujourd'hui il y a même la 211 qui est dedans, et bien sûr sur le site vous allez pouvoir trouver tout ce qui est texte réglementaire à télécharger. Merci d'avoir participé, merci de votre attention, merci d'avoir... vous étiez à peu près 400 participants de ce qu'on me montre ici. Vous avez nos noms qui sont en bas de l'écran, on va s'engager à répondre à l'ensemble des questions que vous nous avez posées, peut-être pas maintenant parce qu'on n'a pas forcément matériellement le temps, mais on va prendre une première série de questions, si tu veux bien Jean-Claude. Alors, je prends la première. Allez, oui, ça tombe bien, celle-là je sais répondre. Au début de la présentation, oui, je ne sais pas si vous avez vu, on tombait sur la réglementation ICPE 2910 et on faisait un distinguo où c'était écrit hors biogaz. La réglementation fait bien un distinguo et pèse bien le poids entre guillemets des mots entre ce qui est, et fait bien le distinguo entre biogaz et biométhane. Le biogaz, c'est donc du biogaz non épuré, donc c'est 60% de méthane et 40% de autres, donc là les valeurs de VLE sont pas les mêmes, il faut aller mesurer aussi ce qui s'échappe en pollution atmosphérique et tout ça. Par contre, quand le biométhane est vraiment considéré comme du gaz naturel, et lui il a les mêmes caractéristiques, les mêmes contraintes entre guillemets en termes de VLE et de tout ça que le gaz naturel. Donc il y a bien un distinguo qui est fait dans cette réglementation entre biogaz et biométhane. Ensuite, on continue, on enchaîne. Alors, on va les prendre un petit peu à la volée. Là. La première question, pouvez-vous préciser la notion de chaufferies qui peuvent fonctionner simultanément? Alors, oui, parce qu'on en a parlé au tout début. En fait, quand on doit établir si l'établissement et les installations sont soumises à la réglementation ICPE, on a vu qu'on avait un certain nombre de choses à faire, et on a dit qu'effectivement la première des choses à faire, alors si on se place au niveau de l'établissement, là je vois que la question concerne les chaufferies, mais si on se place au niveau de l'installation, de l'établissement, on vous a dit qu'il fallait prendre en compte recenser en fait l'ensemble des activités de combustion qui sont susceptibles de fonctionner simultanément. Donc on parle bien là des appareils finalement, des appareils à gaz. Donc pour les chaufferies, on parle des chaudières. La question dit des chaufferies qui peuvent fonctionner simutanément, alors qu'en fait, dans l'arrêté, c'est des appareils qui peuvent fonctionner. Oui, c'est des chaudières dont on parle. Des appareils, donc des chaudières. Donc préciser la notion, ben en fait, c'est tout simple. Il faut, enfin,
lorsqu'on déclare un appareil, on déclare une installation par exemple, il faut pouvoir décrire le mode de fonctionnement de la chaufferie. Et ce qui est important de faire, c'est effectivement d'essayer de vérifier vérifier comment on peut faire pour faire en sorte valider que les appareils ne peuvent pas fonctionner simultanément. Donc la chose qui est demandée par l'arrêté, en fait, c'est que le dispositif qui permet d'éviter un fonctionnement simultané doit être déclaré de la même manière qu'on fait quand on fait la déclaration de l'installation. Donc ce dispositif doit être déclaré et donc le contrôleur se référera à ce mode de blocage en fait, qui va empêcher les appareils de fonctionner simultanément. Donc ça doit être fait, ça doit être déclaré et effectivement on peut donner comme exemple une chaudière de secours, par exemple, une chaudière de secours ou un appareil de secours qui va produire de l'énergie électrique pour se mettre en secours. Eh bien, il faudra pouvoir attester que l'appareil ne pourra se mettre en fonctionnement que lorsque le reste des appareils seront arrêtés. Un autre exemple, si on reprend la chaufferie qu'on a montré tout à l'heure, où il y avait une grosse chaudière de 1300 et quelques et une chaudière de 300, ça pourrait très bien être la grosse chaudière en hiver qui fait chauffage et eau chaude, et seule la petite qui assure le confort eau chaude en été, et la grosse chaudière étant bien sûr mise à l'arrêt, mais il faudra prouver que les deux ne peuvent pas fonctionner simultanément. J'ai ici une autre question qui concerne... pour les brûleurs process supérieurs à 1 méga, y a-t-il une réglementation ICPE qui doit s'appliquer ? Et pourriez-vous préciser la distinction légale entre chaudière et brûleur process? Oui, là on va regarder tout ce qui est de la combustion. Donc effectivement, quand on a fait un focus un peu plus copropriété qu'avec des chaudières, mais si on est dans un process industriel, tout va compter. Les fours, tout ce qui peut être lié au process, tout ce qui va consommer de l'énergie, où il va y avoir une combustion, va être pris en compte là-dedans. Il faudra donc le prendre en compte dans le calcul de la puissance globale. Et des fois, chez certains industriels, on voit des fours qui sont plusieurs mégawatts, quoi. Alors, ce qu'il faut rappeler, en fait, c'est que on a vu tout à l'heure comment on faisait la démarche. En fait, on s'intéresse d'abord à l'établissement et ensuite aux installations. Eh bien, en fait, la démarche sera la même. Si vous avez un établissement qui comporte des brûleurs de process, du process ou des chaudières ou des chaufferies, etc. Donc, la démarche est exactement la même. On s'intéresse d'abord à l'établissement. On va d'abord regarder au niveau de tout l'établissement, et encore une fois, on fait le recensement de tous les appareils qui sont susceptibles de fonctionner, encore une fois, simultanément, et qui brûlent un combustible. Donc, une fois qu'on s'est intéressé, donc, on regarde comment on se positionne d'un point de vue de la plage des puissances, et une fois que ça c'est fait, on va s'intéresser à chacune des installations. Et donc, effectivement, s'il y a des chaufferies, ou s'il y a du process, comme des fours de réchauffage, des fours de cuisson, etc., ben, il faudra les considérer chacun. Alors, effectivement, chaque réponse doit être prise un peu avec des pincettes, parce qu'il faut quand même s'intéresser à chaque cas en particulier en détail. Mais donc, si il s'avère que l'établissement recèle des brûleurs de process, des fours de process par exemple, ben, ce four de process sera considéré comme une installation à part entière, a priori, et donc il faudra regarder s'il dépasse 1 mégawatt, s'il est effectivement dépendant de la rubrique 2910, ce qui est probablement le cas. J'ai une autre question, c'est un peu dans le même style. Si une autre chaufferie contient des chaudières et des packs, la puissance des packs doit-elle être prise en compte? C'est la même réponse en fait, hein. C'est oui, on prend tout en compte, hein. Donc je suppose qu'on parle de pack gaz, hein, donc de pack avec un brûleur. Donc on va regarder tout ce qui contient un brûleur. Donc il va falloir sommer si c'est le cas, chaudière, pack, cogénération s'il y a. On fait donc la somme de tout ça pour vérifier si on est supérieur à 1 méga ou pas, ou beaucoup plus que ça. Tiens Jean-Claude, une pour toi, parce que tu ne l'as peut-être pas dit, je vais un peu en dessous. Les électrovannes doivent-elles être installées à l'extérieur ou à l'intérieur du local? Je pense que c'est à l'intérieur, mais tu peux me préciser ça, les deux électrovannes, tu sais, pour coupure d'alimentation du combustible. Alors, en fait, c'est pas précisé en fait dans l'arrêté. D'accord. Ce qui est sûr, c'est qu'elles devaient être mises immédiatement en aval de l'organe de coupure général de la chaufferie, de l'organe de coupure manuel. La plupart du temps, effectivement, la logique veut que ces deux doubles électrovannes soient installées à l'extérieur,
mais il arrive qu'elle soit installée à l'intérieur. D'accord. L'entreprise qui entretient ma chaufferie peut-elle proposer à son client de faire réaliser les contrôles par un organisme agréé? Oui, je pense qu'elle peut lui proposer des choses, mais je pense que c'est à l'exploitant, donc au propriétaire du site, de faire la demande à l'organisme agréé. Je pense que il a sa responsabilité à lui qui est engagé. Donc je crois que c'est lui qui, quand même, son exploitant habituel, celui qui entretient sa chaufferie, peut l'aider, mais c'est lui quand même qui doit faire la démarche administrative de prouver qu'il a fait la demande écrite de contrôle aux organismes accrédités Cofrax, Ocotec, APAV, etc., etc. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, oui, il y a une question là. Est-ce qu'il existe un récapitulatif qui reprend toutes les mesures de contrôle et ou de mise en conformité des chaufferies sans avoir à éplucher les différents arrêtés? Non. Je pense qu'il faut se le manger. Alors, il y a quand même... Alors, oui, c'est vrai que... Donc, a priori, il faut lire l'arrêté et puis. Mais il y a quand même un certain nombre de choses dans l'arrêté qui sont assez difficiles à comprendre et éplucher, comme vous dites. Et ce qu'on peut dire en fait, c'est qu'il y a quand même un document qui fait référence en fait. Donc les rédacteurs de l'arrêté sont bien conscients en fait que c'est toujours difficile d'interpréter, etc., et qu'il y a des choses qui restent souvent dans le flou, dans le vague. Donc ont été établies en fait des fiches techniques de combustion spécifiques. Elles existaient déjà pour la version précédente de l'arrêté, hein. Donc des fiches techniques de combustion qui permettent en fait de balayer beaucoup plus rapidement l'ensemble des points qui sont abordés dans l'arrêté. Alors il y a la liste des points de contrôle. La liste des points de contrôle sont dans l'arrêté. En fait, eux sont très très facilement identifiables parce qu'à chaque fois, à chaque chapitre, dès qu'il y a des points de contrôle, il y a marqué objet du contrôle, et donc il suffit de regarder en dessous. Alors, parfois il y en a une, parfois il n'y en a pas, parfois il y en a 10. Donc ça c'est une première des choses. Et si vous ne comprenez pas, effectivement il y a des choses qui peuvent apparaître pas très claires dans l'arrêté. Vous allez voir les fiches de combustion qui sont repérées relativement de manière très très propre, avec des fiches techniques qui vont de A jusqu'à la fiche technique K. Et la fiche technique K, pour la petite info, en fait, elle traite des fours et des séchoirs, puisqu'on vient de parler des appareils de process. Donc ces fiches techniques, la A, elle permet de mieux se repérer, de mieux comprendre, parce que c'est vrai qu'on est allé très vite aujourd'hui sur comment on fait pour classer une installation, comment on fait pour classer un établissement. La fiche B, elle fait un focus sur les combustibles. Ça c'est aussi important. Donc la fiche C, c'est pour les installations, là je pense qu'on est un petit peu en dehors du cadre aujourd'hui, les installations qui font plus de 50 MW. Et on aborde aussi les points importants qui sont les installations dont on vient de parler aujourd'hui, donc la fiche technique E, qui parle des installations de combustion néo-soumises. Donc en fait, aujourd'hui, on a parlé des installations néo-soumises, hein, on n'a pas abordé le thème. Donc je pense qu'avec ces fiches techniques-là, vous avez tous les outils pour pouvoir, on va dire, comprendre et appliquer le texte de manière un petit peu plus sereine et un petit peu plus facile. Ok, je vois une question suivante. Y a-t-il une incidence sur si les chaudières ont chacune un conduit de fumée? Donc ça, c'est une question compliquée, ça. Ça, c'est une question compliquée parce que y a une notion dans cette réglementation ICPE de conduit de fumée non techniquement raccordable. C'est comme ça qu'on sait si on a une ou deux chaufferies ou si tout ça rentre entre guillemets dans la même chaufferie. Je pense que quand on a deux conduits de fumée, il faut vérifier au cas par cas, mais dans deux conduits de fumée en général, souvent ils ne sont pas techniquement raccordables, sinon on n'en aurait fait qu'un seul. Et donc c'est considéré donc, du coup comme deux installations au sein d'un même établissement. Alors, oui, effectivement, en fait, c'est vrai que c'est un point qui pose problème depuis toujours, en fait, sur cette réglementation-là. Comment on sait si des chaudières, des appareils sont techniquement raccordables ou pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour ce dont on a parlé aujourd'hui, c'est-à-dire pour nos chaufferies néo-soumises, c'est-à-dire les chaufferies qui sont entre 1 et 2 MW, qui se retrouvent soumises à cette réglementation, là, encore une fois, heureusement, ils ont fait... preuve d'une grande mansuétude, les rédacteurs, parce qu'en fait, eh bien, tout simplement, à partir du moment où donc, notre chaufferie est existante et nos appareils sont existants, à partir du moment où ils ne sont pas raccordés à un même conduit de cheminée, de fait, on peut les considérer comme n'étant pas raccordables à un même conduit de cheminée. Donc de fait, les installations existantes, quand ce n'est pas raccordé,
c'est considéré comme pas raccordable. Et donc, si on pousse le raisonnement jusqu'au bout, en fait, on va considérer que ce sont deux installations uniques. On appelle ça, enfin, l'arrêté appelle ça unique, que des installations indépendantes. Il faudra les considérer de manière indépendante. Et ok, bon, je pense qu'on a encore le temps de prendre une dernière petite question. Est-il conseillé à l'exploitant, je suppose que là on parle de celui qui conduit la chaufferie, de faire des mesures de combustion, par exemple calcul du rendement à faire tous les 3 mois par exemple, mesures de NOx, etc., sans attendre le contrôle périodique d'un organisme? Il n'y a pas d'obligation, rien n'est écrit bien évidemment dans la RT, donc la question c'est est-il conseillé? Moi je conseillerais que oui, parce que tout bêtement on va voir si les choses entre guillemets sont en train de dériver, est-ce que le réglage du brûleur se maintient dans le temps, etc. etc. C'est dommage de s'en rendre compte le jour où on fait le contrôle des VLE, de voir que sa chaufferie a bougé dans le temps, donc il n'y a rien d'obligatoire, mais oui, que la personne qui conduise la chaufferie s'assure que son brûleur est correctement réglé, avec faisant quelques petits calculs de NOx et de choses comme ça, mesure du rendement, je pense que c'est une bonne chose. Ouais. Tu vois une dernière question qu'on pourrait... Il y a beaucoup de questions, on n'aura malheureusement pas le temps de tout répondre. Peut-être une dernière, Jean-Claude, si tu en avais une. Alors, des questions, existe-t-il un document de contrôle à remplir par le maintenancier? Alors du coup, ça c'est aussi, enfin c'est une bonne question. C'est une bonne question. Existe-t-il un document de contrôle à remplir par le maintenancier? Ben, la réponse... c'est non. Ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est que la réglementation pour les chaufferies, elle existe depuis des dizaines d'années. Et donc, je parle notamment de l'arrêté du 23 juin 1978. Et donc, il est, depuis tout le temps, il est normal, en fait, de... consigner l'ensemble des actions qu'on mène sur la chaufferie, sur les chaudières, sur les appareils, de les consigner dans le livret de chaufferie. Donc, ce livret de chaufferie, en fait, il ne disparaît pas parce qu'on vient appliquer une nouvelle réglementation ICPE sur notre chaufferie. Donc, en fait, si on parle par exemple des mesures d'émissions qu'on va devoir faire, eh bien, les valeurs seront à consigner sur le livret de chaufferie. Donc on peut se servir du livret de chaufferie de la même manière qu'on s'en servait jusqu'à présent. Alors la seule différence, c'est qu'effectivement, jusqu'à présent, comme il n'y avait pas de contrôle automatique, de contrôle périodique, de contrôle périodique obligatoire, excusez-moi, pas automatique, comme il n'y en avait pas, eh bien, si le livret de chaufferie n'était pas rempli correctement, eh bien, voilà, ça restait comme ça. Là, aujourd'hui, lors du contrôle périodique, la première des choses que le contrôleur va regarder, c'est si les éléments figurent. Alors, ils ne sont pas forcément dans le livret de chaufferie, mais bon, c'est quand même une démarche logique de le mettre là-dedans. Donc, il va vérifier si tout figure dans le livret de chaufferie. Oui, il faut qu'on puisse prouver que les documents sont là, etc. etc. Ouais. Donc, ok. Donc, le document, ça sera le livret de chaufferie. Et l'exploitant, au sens propriétaire du site, doit annoncer qu'il a confié l'exploitation de sa chaufferie ou la conduite de sa chaufferie à celui que moi j'appelle d'habitude l'exploitant, donc son Cofeli, Dalkia, Kram, Elio et compagnie. Tout à fait. Très bien, écoutez, merci de votre attention. On s'engage avec Jean-Claude à répondre à l'ensemble des questions qui ont été posées sur le chat. On va récupérer ça tout à l'heure ou dans les jours qui viennent. Et on s'engage à vous répondre donc nominativement pour toutes les questions qu'on n'a pas pu prendre. Il y en avait beaucoup, donc on n'a pas pu forcément répondre à toutes. Merci de votre attention. À bientôt pour un prochain webinaire CJBAD, j'espère. Et au revoir. Au revoir.